Bonjour à tous. Euh, quand j'étais enfant, j'étais bercé par la science-fiction. D'abord dans les dessins animés, puis après dans les séries, puis dans les films. Dans tous ces éléments, ces dessins animés et ces films, il y avait souvent, tout le temps, des robots. Cette science-fiction était regroupée un ensemble de robots, que ce soit Nono, K2000, ou R2D2, ou Terminator. Tous ces robots avaient un élément commun qui est leur capacité à apprendre et à s'adapter au contexte dans lequel ils évoluaient. Alors, cette science-fiction était une promesse qu'on nous faisait de l'évolution de l'humanité. Et dans cette promesse, derrière en est venue la réalité. Dans un premier temps, on nous a promis de la robotique à tous les étages. Ça a commencé par l'industrie, mais très vite, on nous a promis de la robotique dans la maison. Avec, par exemple, il y a une vingtaine d'années, Roomba qui nous proposait des robots. Et c'était la première fois qu'on voyait des robots aspirateurs dans la maison. Et dans la logistique, par exemple, des véhicules autonomes pour amener des marchandises d'un point A à un point B, ou d'autres pour faire du picking dans les différents entrepôts. On voyait même des robots plus évolués encore, comme ça pouvait être le cas avec Boston Dynamics, qui nous proposait des robots qui étaient capables de traverser des terrains accidentés en faisant des saltos, par exemple. Néanmoins, tous ces robots étaient pas réellement très intelligents, en fait. Ils savaient aller d'un point A à un point B en réalisant 1 à 2 tâches maximum. On était quand même très loin d'R2D2. Aujourd'hui, on vit une révolution dans le monde de la robotique. Depuis quelques années, des capteurs sensoriels phénoménaux intègrent la robotique. On va arriver à avoir des capteurs qui vont nous permettre de savoir que le robot ressente le contexte dans lequel il se situe. Ainsi, on va pouvoir savoir très facilement si les objets que le robot est en train d'appréhender sont mous, sont durs, sont chauds, sont froids, de pouvoir entendre des sons, de pouvoir sentir des vibrations et bien sûr voir et capturer de l'image. Néanmoins, toutes ces données, il faut pouvoir les restructurer, les travailler. Et quoi de mieux que l'intelligence artificielle pour faire ça? La problématique qui s'offrait à nous, c'était la compréhension et l'intégration de toutes ces données pour ensuite pouvoir les retravailler et pouvoir les restituer, pouvoir en faire des tâches successives et que le robot puisse évoluer. Pour ça, on a vu apparaître un mariage intéressant entre l'intelligence artificielle générative et la robotique. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, OpenAI mettait en ligne ChatGPT, ce qui allait révolutionner notre façon d'appréhender l'intelligence artificielle. On allait, grâce à cette nouvelle interface, pouvoir communiquer, dans un premier temps de manière physique, en tapant des prompts, et désormais, juste en discutant et en parlant à cette intelligence artificielle générative. Imaginez ce couple avec ces robots, avec une nouvelle capacité d'appréhension et de capture d'informations de l'écosystème dans lequel ils évoluent, marié à cette intelligence artificielle générative qui va pouvoir récupérer toutes ces informations, comprendre le contexte et pouvoir en déduire des tâches successives à réaliser pour que le robot puisse réaliser des actions. C'est ça que l'on appelle la robotique augmentée. Imaginez-vous, chez vous, il y a un robot humanoïde qui vous attend, et ce robot, s'il perçoit votre arrivée via votre téléphone et en sachant où vous vous situez,
va pouvoir comprendre qu'il faut de ce fait vous ouvrir la porte et identifier, si vous avez ouvert le coffre, qu'il y a des courses dans votre coffre et venir vous aider ou venir totalement les récupérer en fonction de leur poids, de la forme, et ainsi que des objets qui constituent vos courses, pouvoir les appréhender sans les casser, typiquement comme on peut le faire avec des œufs. Pour ensuite pouvoir les amener et les positionner à leur endroit dans votre maison. Toute cette partie-là, cette compréhension, sans forcément lui ordonner et lui décrire les tâches qu'il doit faire. Juste parce que le robot aura intégré que quand vous arrivez chez vous avec des courses, vous ouvrez la porte, vous prenez vos courses, vous allez les amener chez vous et vous allez les ranger. Juste en vous observant, juste en identifiant les trajets que vous faites ou les actes répétés que vous faites, il va pouvoir découper ça en tâches successives et les réaliser sans ordre direct qui lui serait donné. C'est en cela que l'on travaille sur la partie intelligence, sur la partie robotique augmentée. Alors vous allez me dire, c'est encore de la science-fiction, on est encore dans le film iRobot où on a des robots humanoïdes ou des transports autonomes, qu'ils soient bus ou voitures, connectés, sans volant. Mais cette réalité, cette science-fiction de iRobot est déjà en marche aujourd'hui. Il y a quelques semaines, Elon Musk nous présentait sa vision de cette partie de robotique par l'intermédiaire de Tesla, où il nous montrait déjà ces voitures autonomes qui arrivaient pour 2025-2026, et aussi ces robots humanoïdes pour venir travailler à la fois dans les usines et la promesse de les avoir parmi nous dans nos maisons et dans notre vie de tous les jours. Ces robots humanoïdes sont déjà utilisés dans l'industrie. Aujourd'hui, je vous parlais de Tesla, mais c'est le cas aussi chez BMW. BMW utilise ces robots sur les chaînes de production pour travailler dans des contextes où la robotique classique ne peut intervenir, parce que des endroits sont trop exigus, parce que les tâches sont trop complexes à réaliser. Et donc l'idée, c'est de placer ces robots humanoïdes qui ont la stature et donc qui ont besoin de l'encombrement d'un homme pour réaliser les mêmes tâches. Donc dans un premier temps, ces robots observent les tâches réalisées pour ensuite les faire en lieu et place de l'homme et pouvoir même remonter des axes d'amélioration sur la manutention des objets et des tâches à réaliser. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie, dans la logistique, mais on l'a aussi dans la santé et l'aide aux patients pour pouvoir manipuler aux besoins les patients, les aider à se mouvoir ou les aider dans les soins à réaliser. Aujourd'hui, le marché de la robotique est estimé à environ 2,9 milliards de dollars. D'ici 2031, on estime qu'il sera supérieur à 46 millions de dollars, 10 milliards de dollars. Un taux de croissance supérieur à 48%. C'est un marché phénoménal qui s'offre à nous, avec aujourd'hui aucune limite d'imposer dans aucune des industries. Il est en totale découverte et en totale croissance. C'est pour ça que cette robotique augmentée est particulièrement observée et de grands groupes, de grands noms se sont lancés dessus. Je vous parlais de Tesla et de BMW qui déploient les robots Figure One. Mais on peut parler aussi de Boston Dynamics ou de Meta qui se mettent à créer aussi des robots à usage industriel, humanoïdes, à usage industriel et à usage personnel. Cette robotique a pour objectif de pouvoir faciliter l'interaction humaine avec la robotique. L'idée est de pouvoir simplement interagir avec eux, qu'ils puissent simplement comprendre le contexte dans lequel ils sont et anticiper et pouvoir reproduire des gestes réalisés au quotidien. Tout ça dans une autonomie. Alors, dans l'industrie ou dans la logistique, aujourd'hui, on reste dans des contextes qui sont assez fermés, même si on se trouve dans une usine ouverte, c'est des contextes qui sont maîtrisés. Mais imaginez que ces robots pourraient très bien être avec nous ce soir pour
pouvoir vous amener dans la salle de conférence pour pouvoir ensuite vous faire profiter du talk par la suite. Néanmoins, cette robotique humanoïde a encore de nombreux aspects sur lesquels il faut travailler, et notamment la consommation d'énergie, puisque si les robots étaient avec nous aujourd'hui, ce soir, on se poserait la question de quand est-ce qu'il va falloir les recharger, comment on va faire ça, est-ce que je vais avoir un point de recharge, ce qui est possible dans les usines, puisqu'on est encore dans un environnement assez maîtrisé, mais dès l'instant où on va l'ouvrir à l'extérieur de ce type de structure, ça devient très compliqué. L'autre aspect, c'est que ces robots sont alimentés par de l'intelligence artificielle, et donc comme toute intelligence artificielle, encore aujourd'hui, on observe des biais. Alors qu'une intelligence artificielle, un ChatGPT, vous donne des résultats un peu erronés, c'est pas très grave, à vous de comprendre et d'aller chercher pourquoi. Par contre, si un robot venait par une mauvaise interprétation à faire des actions non voulues, ça serait un peu plus nuisant. Pour ça, on travaille effectivement sur plusieurs axes, dont notamment toute la partie IA Act et ce qui en découle derrière, l'application et l'application aux différents domaines, dont la robotique, puisque aujourd'hui cette IA est diffusée dans tous ces éléments-là. Et ça pose une question sur l'identité humaine et l'impact dans la société. Il faudra imaginer demain cette robotique qui va pouvoir ressentir les choses. Est-ce qu'on va lui donner la capacité de raisonner et de sentir, et la capacité de sentiment? C'est des éléments où il faut qu'on se forge des convictions sur les limites que l'on donne à cette robotique augmentée. Comme le disait Alan Turing, les robots humanoïdes font face au paradoxe de l'humanité. Être à la fois semblable aux humains et fondamentalement différents. Ça reste des robots. Les questions que nous devons nous poser sur l'identité et l'impact sur la société sont fondamentales. On l'observe déjà côté intelligence artificielle. Il y a quelques mois, un comptable se retrouvait dans une réunion avec tout son top management. Et dans cette réunion, son directeur général lui demande de réaliser un virement. Et après de multiples échanges, le comptable réalise le virement. Sauf que, à part le comptable, tout le management qui était là était purement virtuel, avait été généré par l'intelligence artificielle. Et il a eu une interaction totalement fluide dans cet échange, dans cette réunion. Ce biais nous montre le manque que l'on a aujourd'hui d'identité et de reconnaissance dans le monde virtuel de l'humain. Ce qui pose la question de l'identité, mon identité physique, comment je la porte dans le monde virtuel. Là où au regard de cette identité, j'ai l'intelligence artificielle qui descend via la robotique, donc l'intelligence artificielle du monde virtuel, qui descend dans la robotique et donc qui descend dans le monde physique. Il y a des sociétés qui travaillent en ce sens, WorldCoin par exemple, qui nous permet, via de la capture d'iris, et d'avoir une identité virtuelle totalement infalsifiable et nous permettre de pouvoir interagir dans ce monde virtuel tout en étant reconnu de manière unique. L'autre point est sociétal. On parlait de ces robots qui, sur les chaînes de montage, allaient pouvoir réaliser des actions en lieu et place des personnes pour pouvoir faciliter et augmenter la production. Chez BMW, par exemple, ce qu'ils ont observé, c'est que le robot leur coûte à peu près 90 000 dollars en leasing, et ça leur rapporte entre 300 et 350 000 dollars de production, et ce, de manière récurrente. Ici, on voit bien que ça pose une question sur la valeur travail, sur l'impact dans la société de cette robotique. L'aspect que j'y vois, c'est que ça nous recentre
sur ce que nous sommes, sur le fait que nous sommes essentiellement des esprits créatifs et sur le fait de nous recentrer sur nos valeurs. Alors effectivement, on est habitué à voir la valeur travail comme étant la fondation de notre société, et ça veut peut-être dire qu'il faut réfléchir demain à trouver d'autres valeurs pour nos sociétés. Des valeurs qui peut-être viennent des temps anciens, des Grecs, ou de nouvelles valeurs de créativité et de temps de réflexion sur nous-mêmes. En tout cas, ça posera aussi la problématique, dès l'instant où on pose la partie travail, la problématique de la rémunération des gens. Et il faudra trouver de nouvelles manières de travailler cette rémunération, de fournir cette rémunération et de créer de la valeur vis-à-vis de chaque membre de la société. Aujourd'hui, toutes ces réflexions sont en cours. Il y a beaucoup de monde qui essaie d'imaginer de nouvelles façons de rémunérer les populations, que ce soit de la monnaie virtuelle, que ce soit par d'autres typologies d'intégration dans la société. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que cette robotique est en marche et qu'elle est inéluctable et que nous devons savoir, nous, ce que nous souhaitons en faire. Est-ce que nous voulons une robotique humaniste qui nous aide, qui nous accompagne, qui soit là comme support à notre vie pour nous permettre de nous concentrer, de nous libérer du temps? Ou est-ce qu'on est dans une robotique effrénée, sans limite, et donc une robotique dystopique? À ce, je vous laisse cette réflexion, et ça sera à vous, demain, de travailler pour nous fournir les réponses à cette question. Je vous remercie.